réformes qui sont coûteuses, qui sont politiquement coûteuses, financièrement coûteuses, socialement difficiles à mener. Elles se jouent dans le secteur de l'aménagement du territoire, des mines, de l'agriculture. C'est effectivement là que ça se joue. Donc ça veut dire que réduire la déforestation, c'est s'adresser à beaucoup d'acteurs, à beaucoup d'intérêts économiques, à beaucoup de départements ministériels. Donc ça veut dire des capacités de mettre en musique et de mettre en harmonie et en cohérence des politiques publiques très différentes, et donc on est très très loin. Même si vous mettez une grosse incitation financière, il n'est pas du tout évident que ça puisse marcher. Alors où est-ce que ça a marché? Où est-ce que la déforestation a baissé? En réalité, elle a baissé au Brésil. Là, vous avez de manière très spectaculaire la carte de la baisse de la déforestation au Brésil. Et je vous dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec le mécanisme REDD. Il n'y est absolument pour rien. Il y a eu effectivement des aides financières de la Norvège, mais qui ont été données au Brésil dans un fonds qui a été laissé à discrétion du Brésil pour mener un certain nombre d'actions. Le Brésil a fait ça essentiellement, pour la plus grande part, en appliquant des lois. Il y a une loi au Brésil qui interdit à tout propriétaire foncier d'une propriété rurale, dans l'Amazonie légale, qui interdit de déboiser plus de 20% de la surface. 80% doit être maintenu en forêt. Alors, il y a quelques exceptions, des fois c'est 50% quand c'est une forêt déjà dégradée dans certains endroits, etc. Enfin, retenez, il y a des obligations. Vous êtes propriétaire, vous n'avez pas le droit de déboiser plus de 20 ou de 30%, en général c'est 20% de cela. Cette loi existe depuis le début des années 2000 au Brésil, personne ne l'appliquait, pratiquement personne. Et puis le changement de gouvernement au Brésil, à partir effectivement du gouvernement Lula, ça a été très net. Ils ont décidé d'appliquer la loi, ils se sont donné les moyens d'appliquer la loi, et alors ça a été absolument spectaculaire. Vous voyez la baisse de la déforestation qui est absolument incroyable. Qui fait qu'ils ont réduit, ils sont tombés à moins de 400 000 hectares de déboisement par an, ce qui est encore beaucoup en termes absolus, mais ce qui, par rapport, c'est plus ils étaient à 2 500 000 hectares déboisés par an. Vous voyez, donc on a des choses tout à fait spectaculaires. Donc en fait, si vous voulez, à la racine de la décision brésilienne, vous avez véritablement les questions, la capacité d'appliquer la loi, et puis ce qui est intéressant, c'est que le Brésil n'a pas pour autant condamné son développement. C'est-à-dire que le Brésil continue à être une puissance agro-exportatrice très importante en matière de soja, en matière de différentes filières agricoles, et ça c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous allez me dire, je suis très pessimiste. Bon, en gros, on discute. Alors, moi, je discute pas mal avec la Banque mondiale, la Commission européenne, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de ce mécanisme dont vous avez compris qu'il était plutôt mal emmanché. La première chose, c'est d'essayer de comprendre que d'abord, il y a beaucoup de facteurs qui influencent au niveau de déforestation qui ne sont pas sous la maîtrise du gouvernement. Et ce sont les prix des grandes communautés agricoles, les taux de change, taux d'intérêt, inflation, c'est beaucoup de choses qui sont effectivement... Donc, première chose, il faut bien comprendre qu'un gouvernement, surtout un gouvernement faible, un gouvernement fragile, beaucoup de choses lui échappent. Donc déjà, l'idée de payer à la performance un gouvernement ou un pays, alors que la plupart des grands facteurs qui commandent la déforestation sont en dehors de sa portée, c'est déjà une idée qui n'est pas une idée extrêmement intelligente. Il faudrait quand même effectivement essayer de comprendre et de saisir cela pour voir que c'est pas la peine de payer au résultat si les gouvernements, on va vous inciter à avoir des résultats si le gouvernement n'a pas les leviers de commande qui lui permettent d'agir. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord reconstruire des États, construire des États quand ce n'est pas le cas, leur donner, renforcer des institutions, et ça veut dire investir. REDD, avant d'être un moyen de récompense, devrait être pensé d'abord comme un système d'investissement. Dans quoi faut-il investir? Ben, il faut investir dans l'agriculture pour transformer l'agriculture, c'est ce que je disais au début de la conférence, pour donner à ces paysans, notamment les moyens de reconstituer la fertilité en quittant le système de Bati-Brûlis. Il faut renforcer les structures décisionnelles, les capacités institutionnelles, etc. Il faut renforcer l'État. Il faut investir dans des plans d'aménagement du territoire. Il faut investir dans des schémas dans lesquels on va beaucoup plus privilégier, par exemple, le chemin de fer que la route, etc. Parce que la route est un facteur de développement très important, etc. Et ben, les performances, il faudrait effectivement essayer de le penser de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire, et là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire par un ensemble d'indicateurs qui permettraient dessus la mise en œuvre des réformes et la mise en œuvre des investissements. Donc ça, c'est quelque chose qui commence notamment au niveau de la Commission européenne, qu'on commence un petit peu à penser. Et bon, alors, simplement, il y a quelque chose qui nous échappe complètement. C'est qu'il y a un phénomène très intéressant, c'est que REDD
C'est un phénomène qui, alors RED+, c'est quelque chose dont on entend parler. Ça, c'est un mécanisme qui n'existe pas. La négociation n'a toujours pas accouché d'un mécanisme opérationnel. Il n'y a pas de RED+, etc. Pour l'instant, ça n'existe pas encore. Mais RED+, est partout. Vous allez dans les pays du Sud, moi je reviens de Madagascar, vous avez 4 projets RED+. Parce que c'est devenu une sorte de logo, une sorte de marque, qui est à la disposition que des organisations qui font des projets forestiers, effectivement, utilisent pour le marché volontaire, pour vendre des crédits carbone. Et à Madagascar, il y a déjà des crédits carbone qui sont vendus, en République démocratique du Congo également, etc., etc. De manière totalement parallèle, de manière totalement volontaire. Et on pense que de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'avenir, puisque ce sont des projets dont on est déjà dans des projets qui sont... qui probablement n'arriveront pas à écouler toutes les quantités de carbone qu'ils prétendent avoir mis sur le marché, puisque la limite d'absorption de ce marché est d'environ 30 millions de tonnes de CO2 par an, et que dans les projets réels qui sont identifiés au niveau mondial, il y en a plusieurs centaines. Ce qu'il y a dans les projets, on pense qu'il y a plusieurs 100 millions de tonnes de CO2 par an qui vont être mis sur le marché. Donc là aussi, nous sommes à la veille d'un crack, d'une certaine manière, d'une sorte d'éclatement de la bulle de ce qu'on appelle les projets RED, voilà, qui émergent un peu partout, donc sous l'émergence d'une forme de dynamique privée, qui est tout à fait intéressante à étudier également. Voilà. Donc voilà, je termine là-dessus parce que sinon je vais prendre trop de temps et si vous voulez discuter, on discute un petit peu. Voilà, je pense qu'on peut avoir cette discussion. Bon, merci. On va attendre évidemment des temps de questions. Donc, effectivement, qui veut commencer? Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Alors, si on a compris, RED doit passer par les pays. En principe. Mais ce que vous venez de dire là, c'est projet par projet. Au fait, j'entends qu'il y a des intermédiaires qui lèvent des fonds, qui arrivent à investir dans des projets, par exemple en Afrique. Oui. Et bon, je ne comprends pas tout à fait, mais ça vient de l'échange du crédit carbone quelque part. Il y a plusieurs marchés du carbone.